People worship me. They come to my shows. I'm going to rape the girls. I might rape the guys. I might have sex. I want it all. I want it all and I'm going to have it all. Okay. Dans les années 80, aux États-Unis, la scène punk voit l'émergence d'un nouveau sous-genre, plus radical idéologiquement et musicalement, le punk hardcore. C'est dans ce style, mêlant souvent la performance artistique à la musique, que s'illustrera un artiste aussi intrigant qu'extrême et dont la vie est la parfaite représentation de l'adage « vivre vite, mourir jeune », un certain Gigi Allin. Moi c'est Nelly et ici je poste des vidéos traitant d'affaires criminelles à un rythme de 2 fois par mois. Je poste en général le dimanche. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai légèrement amélioré le décor. Moi je voulais surtout attirer votre attention sur cette gravure-là. Elle m'a été très gentiment envoyée par l'artiste qui s'appelle Amina Mercury. Et si ça vous intéresse, vous me rejoignez en fin de vidéo. Je vous en parlerai plus en détail. Mais avant de nous lancer dans l'affaire, laissez-moi vous parler quelques instants de notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. C'est le leader mondial du secteur, il a déjà convaincu plus de 38 millions d'utilisateurs et il obtient une excellente note sur Trustpilot. Un VPN, c'est un réseau privé virtuel, ça permet de protéger vos données personnelles en cachant ce qui vous identifie en ligne, votre adresse IP. C'est toujours mieux d'utiliser CyberGhost VPN, même lorsque vous vous connectez depuis chez vous. Mais si vous vous connectez sur un réseau Wi-Fi public, dans un café, une gare ou un restaurant, là ça devient carrément indispensable, à moins que vous ayez envie de partager vos mots de passe et vos coordonnées bancaires avec tout le monde. CyberGhost VPN, c'est 9000 serveurs dans 91 pays différents, ce qui vous assure un anonymat total en ligne ainsi qu'une protection de vos données privées. Et en plus de ça, CyberGhost VPN vous débloque l'accès à des contenus bénéficiant de restrictions géographiques. Qu'il s'agisse de sites web, de vidéos YouTube ou des catalogues de pas moins de 40 services de diffusion en streaming comme Disney+, Netflix ou Amazon Prime. Et ce pour jusqu'à 7 appareils différents avec un seul abonnement, ce qui vous permet de faire profiter à toute votre famille d'une connexion sécurisée. Et en cliquant sur le lien que vous trouverez en description de la vidéo, vous bénéficierez de 83% de réduction sur l'abonnement CyberGhost VPN. Ça vous reviendra à seulement 2,03 € par mois plus 4 mois offerts. Et vous bénéficiez évidemment de 45 jours d'essai pour vérifier que CyberGhost VPN correspond bien à vos attentes. Et si vous rencontrez le moindre souci technique, vous pourrez compter sur un service client en ligne disponible 24 heures sur 24 en 4 langues différentes. Alors c'est peut-être aujourd'hui l'occasion de commencer à protéger votre vie numérique et ce à prix imbattable en cliquant sur le lien en description. Un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo dans laquelle nous n'allons maintenant plus tarder à nous plonger. Le punk est plus qu'un style musical, c'est carrément un mouvement contestataire qui se définit par sa volonté de systématiquement défier l'ordre établi et l'autorité, non seulement à travers les paroles des chansons, mais aussi par l'attitude et le mode de vie des gens qui se sont dévoués à cette cause. Gigi Allin est probablement l'artiste punk qui a le plus loin repoussé les frontières de la provocation, étant pour certains un fou furieux qui utilisait son art comme prétexte pour se livrer à des crimes, alors que pour d'autres il était un génie et le dernier vrai punk. De son vrai nom, Jesus Christ Allin, il est né en août 1956 à Lancaster dans le New Hampshire. Il a grandi à Groveton, un quartier de la ville de Northumberland, c'est à quelques dizaines de kilomètres de sa ville de naissance. C'est un endroit totalement isolé, à 50 km de la frontière avec le Canada et à plusieurs centaines de kilomètres des premières grandes villes. Là-bas, il vit avec son père, Merle Colby, sa mère Arletta et son grand frère, Merle Jr. Son enfance sera lourdement marquée par la personnalité de son père, un fanatique religieux, un ermite, à la limite de la folie. L'homme pensait avoir un jour reçu la visite de Jésus et avait depuis voué sa vie à attendre son retour. À l'arrivée de son deuxième fils, il s'était mis en tête qu'il s'agissait du Messie et a donc décidé de l'appeler Jesus Christ contre l'avis de sa femme Arletta qui trouvait ça vraiment bizarre. Alors quand Merle Jr. a commencé à essayer de prononcer le nom de son petit frère et avait du mal à le dire, disait Gigi pour essayer de dire Jesus, eh bien sa mère Arletta a sauté sur l'occasion et Gigi est devenu le surnom officiel de Jesus Christ, ce qui lui a épargné pas mal d'embarras.
La famille vit dans une cabane en bois, dans la plus grande précarité, sans eau ni électricité. Ils sont sous le joug d'un père tyrannique et vivent à la merci de ses excentricités. Car le père Merle ne les traite pas comme sa famille, mais comme des prisonniers, leur refusant tout contact avec l'extérieur. Et régulièrement, il entrait en crise et commençait à frénétiquement creuser des tombes dans le jardin. Et il expliquait que chacune d'entre elles était destinée à un membre de la famille, parce qu'il comptait tous les tuer et les enterrer dedans. C'est impossible de savoir si la suite du parcours de Gigi Allin peut être en partie expliquée par une maladie psychiatrique qui aurait été transmise de père en fils. En tout cas, son enfance chaotique a évidemment eu un impact sur sa personnalité. Et surtout sur son attrait pour la transgression, le chaos et l'autodestruction. Au sujet de son enfance, Gigi Allin déclarera « Elle m'a donné l'âme d'un combattant dès le plus jeune âge ». En 1961, alors que Gigi a 6 ans, sa mère Arletta arrive enfin à échapper à l'emprise de Merle Senior, dont l'état mental ne faisait que s'aggraver. Elle se remarie et en profite pour changer officiellement le nom de son plus jeune fils, Jesus Christ, en Kevin Michael Allin, mais c'est bien le nom Gigi Allin qu'il utilisera toute sa vie. En 1966, la famille part s'installer à St. Johnsbury dans le Vermont et Gigi y fréquente un lycée à Concord. Là-bas, son anticonformisme lui vaut moquerie et passage à tabac, ce qui le motivera finalement encore plus à assumer sa différence. Il est un étudiant médiocre et doit suivre des cours adaptés aux élèves en difficulté. Mais l'enseignement scolaire ne l'intéresse pas vraiment, lui ce qu'il préfère c'est foutre le bordel. Et il commence même à venir en classe habillé en femme. Il s'inspire en fait d'un groupe de punk rock qu'il adorait, les New York Dolls, qui étaient connus pour leur tenue excentrique et féminine. Et à cette époque, il devient un petit délinquant vendant de la drogue et se livrant à des cambriolages. Vous aurez compris que dès cette époque, Gigi Allin commence à développer un goût très prononcé pour la provocation, alimentée par son rejet des normes sociétales ainsi que de toute forme d'autorité, qu'elles proviennent de la police ou du gouvernement. Depuis très jeune, sa mère a fait son éducation musicale. Elle lui a fait découvrir le rock avec les Rolling Stones, le heavy metal avec Alice Cooper et même la country avec Hank Williams Jr., dont Gigi Allin va devenir un énorme fan. Et c'est plutôt marrant de se dire qu'il voit un culte à cette star de la country parce que clairement la country c'est pas le même délire que le punk. On est quand même dans un milieu beaucoup plus conservateur en général, un peu le contraire quoi. Il reprendra d'ailleurs un des morceaux de Hank Williams Jr., son idole country. Le morceau c'est Family Tradition, mais lui il renommera ça Scumfuck Tradition. Vous avez vu, il aime la country, mais uniquement en y mettant sa petite patte quand même. Au lycée, Gigi va commencer à former des groupes avec des amis, ainsi qu'avec son frère, Merle, qui joue de la basse et qui se fait appeler Pinky. Gigi, lui, dans ses premiers groupes, il est à la batterie. Son tout premier groupe s'appelle Little Sister Date, et ils font des reprises de Kiss et Aerosmith. Donc là, pour l'instant, on est plutôt dans le mainstream, mais ce n'est que le début. Malgré sa scolarité chaotique, il obtient en 1975 l'équivalent du bac, mais il apparaît vite évident qu'il ne va pas se contenter d'un petit boulot normal derrière un bureau. Non, il va plutôt choisir de poursuivre son chemin en tant que musicien. Car ce ne sont pas les idées qui lui manquent d'un point de vue artistique. Et depuis longtemps, il sait qu'il a quelque chose de nouveau à proposer. Quelque chose d'intense qui marquera les esprits pour longtemps. Au sujet de sa vision de la musique, il déclarera ceci. Rock and roll is the fury from within you. Rock and roll is revenge. Rock and roll is your enemy, and I'm your enemy. En 1977, Gigi fonde le groupe The Jabbers, et là, pour la première fois, il prend le micro, commence à chanter, et va commencer à développer son personnage scénique. The Jabbers sortira un album dans le style pop-punk, mais en 1984, Gigi sera poussé vers la sortie, à cause de tensions dues au fait qu'il refuse catégoriquement de faire le moindre compromis artistique. Parce que sa vision est extrême, elle a déjà pris forme et il n'est absolument pas prêt à en dévier. Entre-temps, en 1980, Gigi Allin a pris pour épouse Sandra Faro, sa petite amie du lycée. Mais les années suivantes, le personnage de Gigi Allin commence à prendre de plus en plus forme, il prend de plus en plus de place et Sandra, ça va l'effrayer clairement et ils finiront par divorcer en 1985. Suite à ce double rejet, celui de son groupe The Jabbers, et puis parce qu'il voit sa femme s'éloigner de lui, il va se lancer à corps perdu dans la création musicale.
Il va former des dizaines de groupes différents. Quand je dis des dizaines, c'est même pas une exagération. Parmi eux, les Texas Nazis, les Scumfucks et les Cedar Street Sluts. Bon, au vu des noms, vous aurez deviné qu'il s'agit de groupes de punk hardcore très versés dans la provocation. Et Gigi Allin commence à se tailler une solide réputation d'énergumène incontrôlable et dangereux, surtout suite à une performance artistique à Manchester, dans le New Hampshire. Il se montrera violent avec lui-même, avec le public, et la salle finira complètement détruite. Suite à ça, il obtient le surnom le Madman de Manchester, le fou de Manchester. L'entourage de Gigi Allin expliquera que, de base, le fait d'être comme ça très provocateur sur scène, ça avait pour but de sortir du lot, de se faire remarquer parmi les dizaines de petits groupes qui essayaient de percer en allant donner des concerts dans les grandes villes. Parce que par exemple, quand vous étiez un petit groupe du New Hampshire et que vous jouiez à Boston, on vous prenait pour des bouseux, on vous prenait pas du tout au sérieux. Et le temps faisant son œuvre, les prestations scéniques provocatrices s'enchaînant, les amateurs de punk hardcore commencent à entendre parler de ces concerts durant lesquels il faut s'attendre à tout. Se rendre à un show de Gigi Allin ne se fait pas par hasard. Lorsqu'on le fait, on s'engage à prendre le risque de se faire frapper par l'artiste, ainsi que d'assister à des actes de destruction et de violence extrêmes. Et là, on est dans le punk hardcore, on est dans une scène underground, on n'est pas sur du grand public lisse, donc les amateurs de ce genre de musique, ils aiment ça, avoir la notion de danger. Donc ils n'auront pas forcément tous envie d'y aller, certaines personnes estimeront que c'est de la provocation gratuite et que c'est ridicule, mais il y a quand même une petite part du public qui va avoir sa curiosité piquée. Et c'était le but. En 1985, Gigi Allin compose son premier album solo. Il l'a écrit seul, enfermé dans une cabane en bois dans la forêt du New Hampshire. L'album s'appelle EMF pour Eat My Fuck. Je pense que vous aurez deviné quel était son mot préféré. Avec ce disque, Gigi Allin compte adresser un message clair à ses ennemis, à ceux qui l'ont rejeté et à ceux qui essayent de lui imposer ce qu'il considère comme le droit chemin. Sa musique est une arme et il compte bien l'utiliser contre eux. Il veut aussi, comme je vous ai dit, détruire le rock'n'roll qu'il considère comme un art mourant et inoffensif. Il veut réinsuffler en lui une part de danger. Au sujet de son état d'esprit de l'époque, il déclarera « Tout le monde est mon ennemi. Fuck. Je déteste tout le monde. Je ne fais partie d'aucune scène, je fais mon propre truc. Mon esprit est un fusil automatique. Mon corps, c'est les balles. Et le public, c'est ma cible. » If somebody's in my way, I'll take them out. You know, they're my enemy. I don't look at them, they're not my friends. Okay. Whoever's left at the end, then maybe I'll take them on as allies. Because they were strong enough to be there. When they come to my show, I'm going to give them the hard lesson of life. If you get raped at my show, you're probably better off for it. Et c'est à cette époque qu'il commence à promettre de sauter la vie sur scène, tel un sacrifice sur l'autel du rock'n'roll. Il fixe même une date, celle du 31 octobre, jour d'Halloween, de l'année 1990. But I never fucking cried wolf. When I say I'm gonna fucking kill myself, on October 31st, 1990, I'm gonna fucking do it. And no goddamn bullshit Boston newspaper is gonna fucking tell me that I'm crying wolf when I'm fucking dead. This fucking newspaper. On pourrait penser qu'il s'agit là d'une provocation de plus, qu'il n'est pas sérieux. Mais son frère Merle, qui était bassiste dans son groupe les Murder Junkies et qu'il fréquentait au quotidien, va confirmer que Gigi ne plaisante absolument pas. Son entourage craint d'ailleurs qu'il ne se contente pas de s'enlever sa propre vie, mais qu'il cherche à emporter du monde avec lui. Gigi a lui-même déclaré en interview qu'il comptait inciter les fans à s'enlever la vie en même temps que lui, ou qu'il envisageait même de les tuer. Mais il se trouve qu'une fois la fameuse date venue, le concert durant lequel il comptait mettre son plan à exécution a été interrompu précocement, comme souvent, par les forces de l'ordre. Mais Gigi Allin s'est donc retrouvé en garde à vue, donc dans l'incapacité de mener son projet macabre à bien. Ce qui est étonnant, c'est qu'à la ville, Gigi Allin était un homme calme et réservé, qui est décrit par de nombreuses personnes qui l'ont beaucoup côtoyé comme quelqu'un de très agréable à fréquenter, d'hyper drôle et cool quoi, pas du tout quelqu'un de menaçant ou dangereux. En
fait, il réservait consciemment son énergie en lui durant toute la journée pour mieux pouvoir la faire exploser sur scène. Lorsque le show commence, il rentre dans une sorte de transe, il est comme hypnotisé, et l'homme pondéré qu'il est durant toute la journée devient une bête de scène enragée et destructrice. Il n'a aucune limite et cherche à chaque performance à surpasser en outrance la précédente. See, the thing of it is, in rock and roll, there can be no limits or no laws, because when you start drawing laws and limits, then you might as well not even call it rock and roll anymore. Là, j'imagine qu'il y a une question qui doit vous trotter quand même dans la tête. Donc, je vais y répondre. Au sujet des drogues, dès le milieu des années 80, Gigi Allin est alcoolique. Il consomme énormément d'alcool, il en a besoin, il boit tous les jours. Et puis, déjà depuis pas mal de temps, il prend de la drogue, en effet, de toutes sortes. En fait, il prend absolument tout ce qu'on lui propose. C'est en 1985 qu'il franchira pour la première fois une nouvelle limite en s'adonnant à une pratique qui deviendra une sorte de signature de ses prestations scéniques, la défécation publique. C'est lors d'un concert avec le groupe Bloody Mess and the Scabs à Peoria dans l'Illinois qu'il s'adonnera à cette pratique, sur scène, pendant le concert, devant les yeux médusés du public qui ne s'y attendait pas. Et pourtant, l'acte était 100% prémédité. En fait, Gigi avait dans la journée bu un laxatif. Il l'avait même ingurgité un peu trop tôt et il explique qu'il a dû faire des efforts pour se retenir en fait et ne pas faire sa petite commission dans son coin, comme tout le monde, aux toilettes, mais pour pouvoir la faire devant le public pendant le concert. Son acte scabreux provoquera un chaos total. Les propriétaires de la salle de spectacle sont absolument furieux. On est à la limite de l'émeute. Les gens, en fait, se précipitent vers les sorties, veulent dégager, quoi. Parce que même s'ils connaissaient la réputation de Gigi Allin, ils ne s'attendaient pas à ça. Et puis, tout simplement, l'odeur était horrible. Mais voilà, son but est atteint. Il a réussi à choquer plus que jamais une partie du public. Et il va du coup décider d'aller toujours plus loin dans ce thème. Il va se mettre à manger ses productions intestinales, si vous voulez, les étaler un petit peu partout sur lui et sur scène, les jeter sur le public. Voilà. Et dans une volonté d'aller toujours plus loin dans la provocation et de dégoûter les gens, Gigi Allin va ajouter du sang à ses performances scéniques. Parce que le popo, ça suffit pas. Il se blesse volontairement, étale du sang sur lui et sur scène. Il est en permanence couvert de blessures et c'est hyper dur de trouver une photo ou une vidéo de lui où il est pas ensanglanté et ouvert un peu partout. Gigi explique qu'il s'inflige ça afin de s'endurcir, de se détacher de la douleur physique typique des mortels afin de s'élever psychiquement, si vous voulez. Et les concerts de Gigi Allin vont finir par attirer du monde, des fans, mais aussi des curieux qui ont envie de se faire peur en vivant une expérience intense et dangereuse. Car on ne sait jamais ce qui peut se passer durant un concert de Gigi Allin et surtout on ne sait pas dans quel état on va en sortir. D'ailleurs, en général, les concerts sont interrompus par la police au bout de quelques dizaines de minutes et les gens qui accueillent les groupes de Gigi Allin pour jouer dans leur salle, en général, ne recommencent pas. Ils ne le font qu'une fois. Un noyau dur de fans complètement dévoués à Gigi Allin, tous plus ou moins aussi fous que lui, tous plus ou moins en proie aux mêmes addictions, se rassemblent autour de lui, le suivent à peu près partout, au gré de ses concerts. Et ces gens-là, dites-vous qu'aujourd'hui, ils sont encore fans de Gigi Allin. Il aura réussi son coup. Avec ses outrances, il a quand même touché une partie du public. Il en faut pour tous les goûts. Okay. I am the man. Okay. All you have to do is listen to what I have to say. Okay, well, who told you were the Messiah? I said I was. And I am because these kids, I get letters from all over the world. People worship me. They come to my shows. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est la fascination de Gigi Allin pour les tueurs en série. Il a d'ailleurs échangé de très nombreuses lettres avec John Wayne Gacy et lui a rendu visite en prison. Le tueur en série originaire de l'Illinois, c'est pas très loin de l'état où a grandi Gigi Allin. C'est peut-être pour ça qu'il s'est intéressé spécifiquement à celui-là. Donc John Wayne Gacy, il est connu pour beaucoup aimer dessiner et peindre en prison. Il a une production artistique très fournie. Et il va faire un portrait de Gigi Allin. Enfin, il va en faire plusieurs en fait. Mais il y en a un que Gigi va utiliser pour la pochette d'un de ses albums.
Gigi Allen, à ce sujet, déclarera même en interview que s'il n'était pas devenu musicien, il serait lui-même devenu tueur en série. À cette époque, alors qu'il est encore marié à Sandra Faro, donc sa première femme qui était sa petite amie du lycée, celle-ci commence à, comme je vous ai dit, s'éloigner de lui, prendre peur. Eh bien, Gigi Allen va se mettre en couple avec une adolescente. On ne connaît pas son âge exact, mais clairement c'était une mineure. Donc il va se mettre en couple avec une adolescente originaire du Texas qui s'appelle Tracy Deno. Et avec elle, il aura un enfant, une fille, Nico Ann, qui naît en 86. Le rapport aux femmes et à la sexualité de Gigi Allen est le même que son rapport avec tout le reste. Il y a beaucoup d'outrance et de nihilisme. Il déclarera dans une interview en 93 qu'il couche avec des filles à partir de 12 ans, mais aussi avec des garçons et des animaux. And how many of you can, at 35 years old, sleep with 16, 12, 13-year-old girls and boys and animals? Hey, this is the life. I got it all. Il affirme aussi avoir abusé sexuellement d'hommes et de femmes durant ses concerts. People worship me. They come to my shows. I'm going to rape the girls. I might rape the guys. I might have sex. I want it all. I want it all and I'm going to have it all. Okay. Alors, concernant cette dernière affirmation, c'est vrai, puisqu'il y a des vidéos. Hein. On voit très bien Gigi Allen attraper la tête des gens dans le public et frotter leur tête sur ses parties intimes. C'est considéré comme une agression sexuelle. Donc ça, oui, c'est clair qu'il le faisait. A-t-il fait pire ? On ne sait pas. Est-ce qu'il couchait vraiment avec des enfants ? Parce que 12 ans, voilà, c'est des enfants. On n'en sait rien. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est juste pour faire parler de lui qu'il a dit ça. En fait, on saura jamais. Évidemment, la nature destructrice et chaotique de ses performances scéniques finissent par lui attirer des ennuis avec la justice. Des fans et des curieux étant venus le voir en concert sont nombreux à aller se plaindre aux autorités de ce qui leur est arrivé durant la prestation. Car Gigi Allen a pris l'habitude de sauter dans le public, d'attaquer les membres de l'audience avec son pied de micro ou ses poings, tout simplement. Il est couvert de sang et d'autres matières dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Il se frotte au public ou frotte les membres du public sur lui et les tabasse, quoi. De nombreuses femmes portent plainte pour agressions sexuelles ou coups et blessures, actes commis pendant le concert ou après en coulisses. En tout, il sera arrêté plus de 50 fois par les autorités, le plus souvent pour agression et exhibitionnisme. Gigi Allen est constamment en tournée et il ne s'interrompt que pour purger ses peines de prison ou faire des séjours à l'hôpital afin de soigner les nombreuses blessures qu'il s'inflige à lui-même. En 1989, suite à un concert à Ann Arbor dans le Michigan, il est reconnu coupable d'avoir drogué une femme, de l'avoir brûlée, de lui avoir infligé des entailles avec un objet coupant et d'avoir bu son sang. Pour cela, il sera condamné à 18 mois de prison. Peu d'infos sont disponibles à ce sujet, mais Gigi va expliquer par la suite que la femme en question était en fait une fan obsessionnelle de lui, que c'est elle qui a demandé à Gigi de boire son sang et qu'elle-même aurait bu le sien. Suite à cette condamnation pour agression avec intention de tuer, Gigi Allen va être examiné par des psychiatres. Ils décèlent chez lui une addiction à l'alcool ainsi qu'un trouble de la personnalité mixte, narcissique, borderline et masochiste. Il précise qu'il est doté d'une intelligence moyenne et ne souffre d'aucune psychose. Le séjour en prison va avoir sur Gigi Allen un effet totalement opposé à celui qu'on aurait pu attendre. Loin d'être assagi, il ressort de prison en mars 1991, il est remonté à bloc, il est prêt à en découdre avec la société, il est carrément à deux doigts d'exploser. En prison, il a eu le temps de réfléchir à la manière dont il allait continuer à cracher sa haine à la face du monde, et elle sera encore plus violente et dépravée qu'avant. Car en plus, pour ne rien arranger, Gigi Allen a subi des violences en prison. Il a été passé à tabac à de nombreuses reprises. Et ça n'a pas du tout calmé sa fureur et sa volonté d'en découdre. Physiquement aussi, il a changé, il a pris pas mal de muscles et il va en jouer. C'est donc plus haineux que jamais que Gigi Allen va composer en 6 jours l'album Brutality and Bloodshed for All. Brutalité et bain de sang pour tout le monde. La musique passe maintenant clairement au second plan. Il se concentre à fond sur les paroles,
qui sont un condensé menaçant de haine et de violence. Il n'y a plus aucun second degré ni amusement, pourtant assez typique du punk, malgré le côté contestataire. Non, maintenant sa musique se veut réellement menaçante et dangereuse. Et il ne menace plus de se tuer sur scène le soir d'Halloween. Il dit qu'il le fera n'importe quand ça lui chante en fait. Que chaque apparition publique pourrait bien être la dernière. Que chaque concert pourrait bien être le dernier. À ce propos, il dit « Je ne veux pas faire quoi que ce soit sur la base de ce que vous voulez que je fasse ou quand est-ce que vous voulez que je le fasse. Je le ferai quand j'aurai envie de le faire. » Il précise aussi qu'un homme doit sauter la vie lorsqu'il a atteint le point culminant de son existence et pas lorsqu'il est au plus bas. Alors à chaque apparition de l'artiste, à chaque concert, chaque interview, les fans retiennent leur souffle. Ils sont persuadés qu'ils pourraient commettre le pire à tout moment. Et de manière un peu malsaine, ils n'attendent que ça, être présents au moment de la révérence finale de l'artiste, afin de faire un peu partie de son histoire. Le 27 juin 1993, Gigi Allen donne un concert avec son groupe les Murder Junkies à la Gas Station dans le quartier d'East Village à New York. Ce jour-là, avant le concert, il a passé toute la journée, dès tôt le matin, à boire et à prendre de la cocaïne avec son ami Johnny, qui habite juste en face du lieu du concert. Lorsque le groupe commence à jouer, la salle est pleine, il y a environ 200 personnes qui ont vraiment très hâte de voir le show de Gigi Allen, qui est la tête d'affiche ce soir-là, mais surtout de savoir s'il va faire quelque chose de particulièrement dingue. Mais seulement quelques minutes après le début du concert, Gigi casse son micro, ce qui rend furieux l'ingénieur du son, qui décide de stopper le concert. Gigi va alors s'en prendre à ce mec-là qui va partir s'enfermer dans sa cabine d'ingé son pour se protéger de Gigi Allen qui est complètement hors de lui, qui a envie de le taper et qui l'insulte en hurlant. Mais Gigi réussit à trouver un autre micro et va entreprendre de poursuivre un peu le concert au moins pendant 1 ou 2 morceaux. Et à ce moment, il ne reste plus qu'une dizaine de personnes sur les 200 personnes qui étaient dans la salle parce qu'ils ont pris peur et ils sont allés se réfugier à l'extérieur. Et il va s'en prendre aux quelques dizaines de personnes qui restent devant lui. Il va sauter sur eux, les frapper, embrasser des femmes de force. Il est complètement déchaîné, furieux. Il finit par à nouveau casser son micro. Il pète à nouveau un câble et cette fois, il va s'en prendre aux gens à l'extérieur. Il sort en hurlant et commence à essayer de les frapper. Et pour se défendre, ils vont se servir dans une benne, la poubelle de la salle, j'imagine. Ils vont se saisir de bouteilles en verre et les balancer sur Gigi Allen pour se défendre. Au final, tout ce petit monde, environ une centaine de personnes, va se retrouver dans les rues de New York en train de défiler. Enfin, on sait pas trop, c'est à mi-chemin entre la parade et l'émeute. Gigi est à moitié nu, il porte uniquement une mini-jupe de sa petite amie et des bottes qui sont souillées de sang et d'autres matières. La police finit par arriver pour interrompre cette émeute, ce trouble à l'ordre public, et Gigi va leur échapper en grimpant précipitamment avec sa petite amie Liz dans un taxi. Ils se dirigent vers leur chambre d'hôtel où ils comptent consommer un sachet d'héroïne que l'organisateur du concert lui a vendu un petit peu plus tôt. Un peu plus tard dans la soirée, ils rejoignent Johnny, donc le mec avec qui ils ont déjà passé la journée à se droguer avant le concert. Et ils sont 4, il y a Johnny, sa copine, il y a Gigi et Liz Mankowski, sa petite amie. Et ils vont passer une soirée comme ça, a priori une très bonne soirée, à picoler et à prendre de la drogue. Vers 1h du matin, c'est Gigi qui finira par s'endormir le premier. Il s'endort comme ça, au sol, comme une loque un peu. Et il est encore à moitié nu, dans sa tenue de concert, si vous voulez, avec des bottes, une petite veste en jean sans manches déchirée, un slip. Mais il a rajouté un casque militaire nazi, un objet qu'il adorait, qui était un peu son objet fétiche. Quand on est dans la provocation, ce thème-là fonctionne bien en général. Et ce casque-là, il l'avait laissé chez son pote Johnny, justement, pour ne pas l'abîmer, ne pas le perdre. Et lorsqu'il était retourné chez Johnny, pour prendre de la drogue, pour faire la fête, quoi, il avait remis son casque. Donc il est là, avec son casque et ses bottes et son slip, en train de roupiller. Il ronfle super fort. Et ça amuse Liz, sa petite amie, et son pote Johnny. Du coup, ils vont poser en fait avec lui pour des photos. Ils vont se prendre en photo avec Gigi assoupi au sol. Enfin, c'est ce qu'ils croient, pour pouvoir le charrier à son réveil.
Le problème, c'est qu'il ne se réveillera jamais. Au matin, Liz Mankowski, la petite amie de Gigi, va réveiller un petit peu paniqué Johnny et lui dire qu'il y a un problème avec Gigi. Le problème, c'est qu'il est mort en fait. Ils ont pas remarqué, mais à un moment donné, il a arrêté de ronfler et en fait, il venait de rendre son dernier souffle dans la soirée. Johnny prévient la police et le corps du chanteur est emmené à la morgue. Johnny va s'occuper de se débarrasser de la drogue pour pas avoir de problème avec la police. Par contre, il va pas penser aux Polaroids. Donc les flics vont tomber sur des Polaroids de lui, donc Johnny, qui les a appelés parce que son ami est mort, et de deux filles, donc la petite amie de Johnny et la petite amie de Gigi, en train de poser hilar, souriant, auprès du cadavre de Gigi. Sauf qu'à ce moment-là, eux ne savaient pas qu'il était mort, ils pensaient qu'il dormait. Alors ceci dit, prendre des photos à côté du cadavre de Gigi Allin, c'est loin d'être quelque chose qui leur pose problème, puisqu'en fait c'est exactement ce qu'ils vont faire une fois à la morgue. Il y a beaucoup de photos disponibles sur internet de ce moment, je ne sais pas du tout si je pourrais en incorporer dans la vidéo, on verra. En tout cas, on y voit Gigi Allin, sale, couvert de, vous devinez, de sang et d'autres trucs, de blessures, etc. Il est allongé dans son cercueil, en slip. Son entourage et des fans qui ont pu être présents à la morgue ont déposé à côté de lui dans son cercueil tout un tas d'objets, dont des bouteilles d'alcool, des photos de lui, ainsi que des articles de presse le concernant. Dans sa main, on voit une petite photo. Certains disent qu'il s'agit de lui-même enfant, et d'autres imaginent plutôt qu'il s'agit de sa fille Nico Anne. Nico Anne qui avait depuis longtemps préféré couper les ponts totalement avec lui et même avec sa mère. La cérémonie à la morgue a viré en fête. Ses amis ont mis de la musique, ils ont pris des photos, comme je vous dis, en rigolant à côté du cadavre. Il y en a même certains qui montaient dans le cercueil avec lui. Les gens qui travaillent pour les pompes funèbres ont dû les en empêcher. Ils lui versaient de l'alcool dans la bouche, lui mettaient de la drogue aussi dans la bouche. La rumeur veut d'ailleurs aussi que de la drogue ait été placée dans le cercueil de Gigi Allin afin qu'il puisse continuer de s'amuser dans l'au-delà. I'm not gonna fall off my Are you with Gigi? Why? No. Hey, I'm number one. You can check. I don't fall off the wagon. No. I'm sorry. You already called. You did. Nah. I bet. Don't say it around him. Concernant cette scène très particulière, des gens qui font la fête autour du cadavre de quelqu'un dans une morgue, ses proches expliqueront que c'est ce que Gigi aurait voulu, et vu tout ce qu'on a dit sur lui, je pense que c'est vrai, qu'ils n'ont pas tort. Je dis pas qu'ils ont eu raison de faire ça, je dis que vu le personnage, je pense qu'il aurait fait pareil, si ça avait été un ami à lui qui était décédé. Et s'il avait pu les regarder de là-haut, enfin d'en bas plutôt, il aurait approuvé, j'en suis sûre. Gigi Allin a donc succombé à une overdose d'héroïne à l'âge de 36 ans, laissant derrière lui une carrière chaotique et dépravée. Pour toujours, il restera pour ses fans et ses proches le dernier vrai punk. Un génie contestataire qui a eu le courage de mener jusqu'au bout une vie marginale, sans jamais rien compromettre. Pour d'autres, il restera un toxicomane violent et dépravé qui utilisait son art comme prétexte pour commettre des crimes et dont personne n'aurait jamais entendu parler s'il n'avait pas poussé la provocation et l'outrance à l'extrême. Gigi Allin aura quoi qu'il en soit réussi à se faire une place au panthéon des artistes maudits et a tenu son pari. Pervertir la jeunesse américaine. Au moins une partie, qui lui est d'ailleurs encore aujourd'hui dévouée. Sa tombe, qui se trouve au cimetière Sainte-Rose à Littleton, dans sa région natale du New Hampshire, est devenue un passage obligatoire pour ses fans qui viennent y célébrer à leur manière leur maître à penser contestataire. Sur de nombreuses photos et vidéos, on les voit uriner, déféquer ou vomir sur la pierre tombale. Certains s'y installent pour boire du whisky. Du Jim Beam,
le préféré du musicien. Et ils en versent sur sa tombe et au sol, comme pour l'en faire profiter. D'autres entreprennent des relations sexuelles, à même la pierre tombale. Ils sont persuadés que c'est ça que Gigi Allin aurait voulu. Et sur des forums internet, on peut lire des débats plutôt amusants, opposant les gens qui, en effet, estiment que c'est ce que Gigi aurait voulu et que pour lui rendre hommage, il faut se comporter tel que lui l'aurait fait, se montrer outrancier, dégoûtant, provocateur à l'extrême. Et face à ça, des puristes de la contestation expliquent que non, Gigi Allin était un anticonformiste. Et puisqu'aujourd'hui, il est considéré comme acceptable d'aller salir sa tombe, conforme donc, le plus intelligent et le plus en adéquation avec l'esprit de Gigi Allin serait plutôt d'aller y poser des fleurs et un petit nounours avec un cœur. Je vous laisse méditer là-dessus. J'en ai fini ici avec l'histoire de Gigi Allin. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, si vous comprenez qu'on puisse admirer un artiste pour ce genre de radicalité, parce qu'il est censé être un vrai marginal contestataire et que, il arrive à l'être, hein. Même si ça implique de faire des choses clairement pas morales et recommandables, au moins on ne peut pas lui reprocher d'être dans la demi-mesure ou de se compromettre ou d'être un arriviste, quoi. A priori, lui, il était pas là pour la thune, hein, il était bien là pour des histoires d'idéologie et de provocation et d'art et de musique. Plutôt des bonnes raisons, je trouve, pour être un artiste. Ce que je vous dis là, c'est en imaginant qu'il couchait pas vraiment avec des filles de 12 ans. Parce que si c'est le cas, je veux pas en entendre parler de ce mec-là. Mais on saura jamais, malheureusement. Bref, utilisez l'espace commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a intéressé et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme promis, je vous touche 3 mots concernant la jolie chose qu'il y a là derrière moi. Je tiens à préciser que ce n'est pas une sponsor, bien sûr j'en fais des sponsors, mais là ce n'est pas le cas. En fait, j'ai croisé cet artiste il y a 3 semaines dans un festival de black metal dans ma région. J'ai eu un coup de cœur pour son travail et elle m'a proposé de m'envoyer une gravure originale pour que je puisse en parler en vidéo. J'ai accepté, donc je vais faire ça. Elle s'appelle Anima Mercury et elle, ce qu'elle fait, ce sont des gravures anciennes. Elle fait des créations originales, aussi des œuvres sur mesure, et elle les produit de manière traditionnelle et artisanale. La pièce que moi j'ai choisie, et que je vais vous montrer mieux que ça, c'est un homme blessé, un wound man. Homme blessé, c'est très bien en français. C'est une représentation qui était courante dans les manuels de chirurgie du Moyen-Âge, et qui aidait en fait les chirurgiens à identifier les blessures lorsqu'ils devaient intervenir en urgence sur des champs de bataille. Si ce modèle-là vous plaît, sachez qu'il coûte 30 €. Il y en a 35 exemplaires et c'est disponible sur son site dont je vous mets le lien à l'écran. Et juste pour info, elle est aussi tatoueuse à Nantes, hein, si vous avez envie d'avoir ce genre de motif style gravure ancienne sur votre petit corps ou votre grand corps. Ça marche aussi. Et encore merci à elle parce que grâce à ça, mon fond a quand même plus de gueule qu'avant, je trouve. Voilà. Et je tiens à remercier une dernière fois CyberGhost VPN qui a sponsorisé la vidéo que vous venez de voir. N'oubliez pas qu'en cliquant sur le lien en description, vous pourrez bénéficier d'un excellent VPN pour seulement 2,03 € par mois. Il vous permettra de protéger vos données et vous donnera accès à tout le contenu bloqué sur Internet. Et je vous remercie, vous, bien sûr, d'être restés jusque-là et je vous dis à bientôt. Ciao.